Chartreuse Paradis, Lucie Delegue et Camille Royer, bienvenue au club. Bonjour à tous. Résister à la déportation en France et en Europe, un vaste sujet qui, on l'espère, intéressera le plus grand nombre d'entre vous. On se retrouve aujourd'hui accompagnés de Camille Royer et moi-même Lucie Delegue à la Chartreuse Paradis, un petit lycée de Haute-Loire. Nous avons parcouru l'Europe il y a un an déjà dans le cadre d'un voyage culturel en direction de la belle ville de Cracovie. La Pologne a réveillé en nous une volonté de garder en mémoire les millions de victimes causées par la Shoah. Ce sentiment exacerbé s'est d'autant plus développé lors de notre visite d'Auschwitz-Birkenau le 17 décembre 2022. Sous moins 20 degrés, le désespoir et l'horreur qu'ont vécu de nombreux innocents nous a profondément frappés et c'est à la vue des centaines de portraits qui tapissent les murs du bloc 11 que nous avons décidé de participer au concours national de la résistance en cette année 2024. Ayant vécu dans une région propice à la résistance, empreinte de nombreux justes et maquis, nous avons eu la chance de grandir avec de nombreux récits témoignant de ces années de combat. La première forme de résistance qui nous a semblé digne d'être étudiée est celle que nous donne l'éducation par l'enseignement. De plus, la Haute-Loire est connue pour ses nombreux justes du Chambon-sur-Lignon ou encore le Montmouchet. L'appréhension de ce concours nous a donc semblé évident d'être étudié d'un point de vue local et personnel. En approfondissant nos recherches, nous avons fait la découverte d'un sujet souvent délaissé dans notre région, la déportation du convoi des tatoués du 27 avril 1944. Il se trouve justement qu'un membre de la famille de l'une de nous a malheureusement fait partie de ces 1655 déportés. Joseph Chapuis, né le 5 juillet 1925, a vécu la plupart de sa vie à Saint-Austien, une petite commune de la Haute-Loire. Il s'engage très vite pour la résistance aux côtés de son grand frère Maquisard. Il résiste ainsi à la déportation dans l'apprentissage de la clandestinité, puisqu'il va quant à lui alimenter le maquis, mais malheureusement se faire arrêter par la Feldgendarmerie, une police allemande lors d'un ravitaillement à l'âge de seulement 19 ans, le 18 mars 1944 à Saint-Austien. Le jour suivant, le 19 mars 1944, il part en train de la gare du Puy-en-Velay en direction de Blois. Il voit alors son oncle pour la dernière fois. Arrivé à Blois, il prend un train pour Compiègne et se dirige vers le camp de Royalieu, camp qui était destiné aux prisonniers politiques. Ce camp fut l'un des principaux centres français de régulation pour la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le 26 mars que la vie de Joseph va prendre un tournant fatidique. Vers 14h, un appel va être fait pour élaborer le convoi en partance de la France le lendemain. 1700 prisonniers vont être assignés sans distinction d'âge ou de sexe. Ils sont alors regroupés dans la zone C et aucun d'entre eux ne connaîtra la destination funeste de ce convoi. Joseph a vu son pays natal pour la dernière fois le 27 mars 1944. Dès le matin, muni de quelques denrées alimentaires, il traverse Compiègne dirigé par un SS. Il monte, ainsi que des centaines d'autres déportés, dans le wagon à bestiaux 10-147. Ils sont parqués comme des animaux et subissent de nombreuses violences. Ne pouvant plus bouger, ils sont apeurés et l'ambiance est anxiogène. Les conditions de vie sont abominables, ils sont amassés dans un espace très réduit, l'air devient chaud et irrespirable. Les premiers actes de résistance à la déportation commencent alors dans le train. Des roulements sont organisés pour accéder aux lucarnes ornées de barbelés, pour se reposer dans un petit coin, ou encore pour uriner puisqu'il n'y avait qu'un seul bidon. Les plus forts font alors preuve de discipline pour que les wagons ne cèdent pas au barbarisme et s'entretuent. Les morts sont recouverts et des prières s'organisent permettant à tous les déportés de résister par la foi. Les déportés vont vite comprendre que l'évasion est pratiquement impossible face aux menaces lancées par les officiers SS qui leur disent que si certains essayent, l'ensemble du wagon sera fusillé. Une solidarité forte se crée en ces temps d'infamie et les prisonniers s'entraident pour survivre à cet abominable voyage. Plusieurs déportés écrivent à l'aide de crayons préalablement cachés sur eux leurs noms et prénoms dans les wagons pour laisser une trace de leur passage et un dernier message à leur famille. Ainsi, la résistance de ces déportés passe également par l'art, la raison ou l'entraide qui était le principal moyen de survie. Ils s'empêchent de devenir solitaires avec le partage de la nourriture par exemple, pour reconstituer le lien social. Malgré toute l'entraide, la solidarité se transforme petit à petit en bagarre. Le voyage dure 3 jours. Ils arrivent le 30 avril 1944 à Auschwitz. Joseph fut l'un des 4000 déportés français non juifs passés par Auschwitz et Auschwitz-Birkenau.
Il a fait partie du convoi des tatoués constitué à 90% de résistants et surtout non-juifs. À savoir qu'il n'y a eu que 3 convois de personnes non-juives parties de France pour Auschwitz. Le convoi des 45 000 en juillet 1942 parti de Compiègne, celui des femmes parti de Romainville en janvier 1943 et celui du 27 avril 1944 parti de Compiègne également. Arrivés à Auschwitz, la première réaction des déportés fut de rigoler en voyant leur nouvelle tenue. Un uniforme rayé, blanc et noir, composé d'un pantalon et d'une chemise. Ainsi, le rire résonnait pour eux comme une sorte de résistance à la déportation. Ensuite, en voyant les cheminées, les déportés ont en premier lieu pensé que c'était des cuisines et qu'ils allaient pouvoir enfin manger. Cet simple espoir les remotiva, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient vivre. Auschwitz, le camp de concentration le plus tristement célèbre de l'histoire, est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, puisqu'il sert à la fois de camp de concentration, mais aussi de camp d'extermination, servant avant la Shoah de camp militaire. Situé en Pologne à 70 km à l'ouest de Cracovie, il devient à partir du printemps 1942 le principal lieu où est mise en place la solution finale, décidée lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Dès son installation, il est arrivé sur les rails d'Auschwitz des milliers de personnes destinées à être triées dès leur entrée du camp par des SS pour décider de leur droit à la vie. Les femmes, les enfants et les plus âgés étaient pour la plupart directement conduits aux chambres à gaz. Les autres, considérés comme plus forts, travaillaient et vivaient dans des conditions de vie pitoyables. Pas d'hygiène, travail rude, sous-alimentation, des appels pouvant durer des heures sous n'importe quelle météo. Joseph a donc connu l'enfer d'Auschwitz à son plus jeune âge, déshumanisé dès son arrivée au camp et rabaissé au nombre de 185 258, noyé parmi une multitude d'autres personnes et dénigré par des capots sans aucune pitié, qui jouaient de leur statut en criant les propos suivants. Ici, on entre par la porte et on sort par la cheminée. Propos qui ont été rapportés plus tard par d'anciens déportés, prouvant la cruauté dont ils pouvaient faire part. Les déportés vivent l'horreur et essayent de résister comme ils le peuvent contre l'industrialisation du crime perpétré par les nazis. Tout est pensé, les cheveux sont récupérés après le rasage des femmes et servent à confectionner des tuniques pour les prochains déportés. Les dents sont aussi récupérées pour faire des lingots d'or. À Birkenau, des médecins se livrent à des expériences sordides et cruelles sur des humains encore en vie. Devant cette organisation machiavélique, un tatoué a fait preuve de courage, Louis Bovry. Il fit le geste de s'ouvrir la poitrine en s'adressant à un SS armé, en lui ordonnant de tirer s'il en avait le courage. Sans une once d'hésitation, le soldat tira. Il est abattu sur le champ. Cet homme a perdu la vie en refusant de se plier aux ordres nazis et en ne voulant pas prendre part à l'horreur. Ainsi, grand nombre d'entre eux ont résisté à travers la provocation ou en tenant tête à leurs ennemis, mais aussi en essayant de s'évader. On pense alors à Jacques Zam, qui est l'un des 77 tatoués intransportables restés au revier d'Auschwitz-Birkenau, alors que le reste du convoi est envoyé à Buchenwald. Il s'évade d'Auschwitz-Birkenau avec Joseph Grimaldi le 11 janvier 1945, profitant d'une évacuation partielle décidée à l'approche des troupes soviétiques. Toutefois, toutes les évasions n'étaient pas à chaque fois une réussite. Grand nombre d'entre eux furent exécutés. Chaque journée passée dans ces conditions d'ignominie, les morts augmentent. La vie dans les baraquements est rude, sans pitié, et plusieurs tatoués n'y résistent pas. Le matin du 12 mai, sous un épais brouillard, un train attend les 1563 tatoués ayant survécu à ces 13 jours d'enfer. Ils partent alors pour un voyage dans le sens inverse de l'itinéraire initial, en laissant derrière eux 92 de leurs camarades morts ou malades pour Buchenwald. Resté une douzaine de jours à Auschwitz, avant son transfert, Joseph a quand même eu le temps de se rendre compte de la violence humaine. Joseph est transféré à Buchenwald le 12 mai, où il y arrive le 14. Buchenwald est vu comme un camp modèle du régime nazi. Il apparaît aux yeux des déportés comme beaucoup plus vivable que celui d'Auschwitz. Après être descendus violemment du train, les déportés assistent à une vision utopique du camp qui les accueille. La pelouse est parfaitement tondue devant l'entrée du camp où se trouve la devise « À chacun son dû ». Les fenêtres des maisons et des SS sont ornées de géraniums. Il y a un petit parc avec des animaux. Tout semble soigné. Joseph et les tatoués sont ensuite soumis à la procédure d'enregistrement. Leur nouveau matricule est précédé d'un triangle rouge pointant vers le bas, à l'intérieur duquel est marqué d'un F noir signifiant France.
Il était imprimé sur 2 rectangles blancs à coudre sur leurs vestes et leurs pantalons. Joseph reçoit le matricule 52-722. Cependant, ils ont vite compris que le camp situé sur la colline de Lettersberg était un camp de mort lente et que pour survivre, il faudrait se battre avec sa condition physique et sa force pour ne pas céder sous le poids du travail. Même si l'alimentation est meilleure, elle reste toutefois insuffisante et les appels sont la corvée la plus difficile durant parfois plusieurs heures. Ils passent leur journée dehors, à travailler dans l'usine d'armement ou dans la carrière, sous la neige, le brouillard, en attendant la mort. Et le soir, ils sont entassés dans les baraquements. Leur voyage ne s'arrête toutefois pas là. Le 24 mai, près d'1 millier d'hommes, dont 700 tatoués, prennent le train pour Flossenbürg. Joseph arrive en gare de Flossenbürg le 25 mai 1944. Il reçoit un nouveau matricule, le 9544, mais meurt finalement le 27 novembre 1944 dans ce funeste camp. Cependant, pour les survivants, la tragédie ne s'achève pas toujours avec la libération. Nombre sont tenus à une dernière marche de la mort, victimes des transports épouvantables, du froid, de la faim, de la crainte d'être exécutés, mais aussi de l'instinct de survie des déportés. Cette libération ne sera qu'une étape de plus à ces souffrances perpétuelles. Avant de partir, les SS leur ordonnent de ne rien dire et de tout oublier. Paroles qu'un grand nombre d'entre eux ne respecteront pas, comme Robert Desnos. Poète français et victime de ces atrocités, il va résister par le biais de l'écriture, de la littérature et principalement de la poésie. Il écrit notamment « Ce cœur qui haïssait la guerre ». On pense également à Marcel Le Tertre qui a écrit son journal tout au long de la déportation, permettant de rappeler ce qui s'est passé et de résister à cette déportation en témoignant des horreurs subies et en montrant que les faits se sont véritablement vécus par les déportés. Malheureusement, il meurt le 8 juin 1945 dans le camp de concentration de Theresienstadt en Tchécoslovaquie du typhus. Comme lui, nombreux sont ceux qui ne pourront pas survivre à la fin de l'épreuve. Minés par la dysenterie et le typhus, affaiblis à l'extrême par les fatigues et la malnutrition, brisés par les sévices endurés, ils meurent dans les infirmeries ou dans leurs baraques. Ceux qui peuvent revenir à Paris sont accueillis à la gare d'Orsay ou à l'hôtel Lutetia. Ils passent alors une visite médicale et subissent un interrogatoire avant d'aller retrouver les leurs qui ne reconnaissent pas toujours les inconnus qu'ils sont devenus. Finalement, souffrant de traumatismes psychiques et psychologiques, l'horreur qu'ils ont vécue ne s'arrêtera pas à la libération, mais les hantera jusqu'à leur mort. Toutefois, malgré leur décès, la mémoire de ces héros ne s'arrête pas là, et leur résistance se poursuit à travers les associations. Nous avons personnellement fait la découverte d'une association créée spécialement pour ce convoi, l'Amicale des déportés tatoués du 27 avril 1944. Fondée à l'initiative de Pierre Johnson et Léon Welbeck, le 25 avril 1959, elle s'engage à constituer un mémorial afin de poursuivre et d'amplifier le travail de mémoire envers les résistants déportés de ce convoi exceptionnel. Ainsi, nous résistons encore, de nos jours, à la déportation à travers le devoir de mémoire. Alors, en tant que fils de résistant déporté et président de l'Amicale des déportés tatoués du 27 avril 1944, lorsque je dis je suis fils de déporté, dans 90% des cas, on me répond « Ah oui, vous êtes juif ». Beaucoup de personnes ignorent encore actuellement que la déportation a touché beaucoup de résistants. Alors, on peut se demander pourquoi. Eh bien, en France, lorsqu'on consulte des livres d'histoire, que ce soit du collège ou du lycée, on s'aperçoit que la déportation des résistants, elle est rarement abordée. Pareil lorsqu'on entend les médias, pareil lorsqu'on parle avec des personnes, les gens, ils parlent toujours de la Shoah. Et concernant ces deux déportations, il faut se souvenir des chiffres que Serge Klarsfeld a donnés concernant les Juifs, donc les déportés de persécution. Il les a établis à 76 000 Juifs de France qui ont été déportés. Et d'un autre côté, la Fondation pour la mémoire de la déportation a établi que les déportés de répression se comptent entre 85 000 et 90 000. Et pourtant, on ne parle que de la déportation de persécution et donc des Juifs. Alors que si on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus de déportés
de répression que de persécution en France. De son côté, la déportation des résistants, elle a souffert d'un manque de cohésion des survivants, parce que d'un côté on a retrouvé la FNDIR, donc la Fondation nationale des déportés internés résistants, et puis de l'autre on a trouvé la FNDIRP, la Fondation nationale des déportés internés résistants et patriotes. Et encore une fois, la politique gauche-droite a gêné le message et le travail de mémoire. Chacun voulant raconter sa déportation et sa résistance. Plutôt que de parler d'une seule voix et d'unir tous les déportés résistants, eh bien, ces deux organisations n'ont pas réussi à s'entendre et ils ont laissé la part belle aux Juifs de France pour occuper le terrain de la mémoire, occultant peu à peu la déportation de répression et le combat des résistants. Avant de se quitter, nous souhaiterions tout d'abord remercier l'association de l'Amicale des déportés tatoués du 27 avril 1944 et de leur président Christophe Dame, puisque notre travail s'est principalement reposé sur les livres autobiographiques qu'ils nous ont envoyés. Nous souhaiterions également remercier nos professeurs, Maëva Polge pour le montage, ainsi que pour l'aide très précieuse qu'elle nous a apportée tout au long de notre projet. Ainsi que Valentin Chabrier. Nous souhaiterions aussi remercier les membres de ma famille, Marie-Joseph Royer et son mari Michel, ainsi que leur fils Emmanuel, pour l'aide précieuse qu'ils nous ont donnée tout au long de nos recherches. Nous souhaiterons aussi remercier Pierre Queteau pour son aide pendant toutes les recherches de ce projet.